Vous voyez, et c'est pas la seule innovation qu'on va faire sur cette table ronde. Donc, on va parler un petit peu de décroissance en science-fiction, de décroissance et de décroissance en science-fiction. Donc, rapprochez-vous, ça va être une thématique qui va être assez sympa, je pense, hein, on peut se dire. Ah, faut que je vous donne des micros. Merci. Voilà. Donc nous sommes en compagnie ce soir pour cette dernière table ronde de Bienvenue sur Mars avec la 25e heure, avec Marguerite Imbert, qui a signé 2 romans chez Albin Michel. C'est pas cela. C'est pas cela. On va commencer par les bons. Ça commence bien. Et oui, c'est un peu le bordel. Alors ce qui est bien, c'est que c'est marqué directement dessus, parce que c'est ma spécialité, ça. Les flibustiers de la mer chimique, donc Grand Prix de l'imaginaire en 2023, et félicitations pour ça. Et qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent autour des événements qui sont passés à Notre-Dame-des-Landes? Et nous avons Patrick, à qui on doit le cycle de SIF. Salut. Donc tout là-bas. On doit le cycle de SIF. Voilà. Le premier, l'Enfant de poussière, qui est le premier prix de la 25e heure. Donc ça se fête aussi. Hein. Et celui que moi j'aime et que vous n'aurez pas aujourd'hui, il sort dans 1 mois, qui est La Maison des Veilleurs, qui est le 4e volume du cycle de SIF, qui est toujours prévu pour être en 7 volumes. Il est... Je sais pas, j'en parlerai plus spécifiquement sur ma table là-bas, s'il y a des gens qui se posent encore la question. Mais oui, j'ai annoncé une heptalogie. Ce sera à peu près une heptalogie. Parfait. Donc, la décroissance. Alors, avant de parler de décroissance, juste vous expliquer un peu comment on va fonctionner. J'ai confié un micro à Martine. Voilà, elle a le micro. L'idée, c'est que si vous avez des questions, au cours de la conférence, vous levez la main, on vous donne la main. OK ? Ou même des remarques. Ou même des remarques, ou des commentaires. Des commentaires. Et des avis. Voilà. Tout. Juste une petite citation. Celui qui croit qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit fou, soit un économiste. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un économiste. Donc je vais commencer par vous poser la question. Qu'est-ce que la décroissance ? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre de façon ultra claire et exhaustive. On va essayer d'épuiser le sujet là, au cours des 5 prochaines minutes. Hein. En fait, il y a, je dirais, et tu m'interromps quand tu... Ok. Voilà, 2 acceptions, je dirais, principales de la décroissance. Si on envisage ça comme une courbe, ça va être d'abord la décélération de la croissance, c'est-à-dire une croissance maîtrisée ou en tout cas amoindrie, ou alors ça va être carrément une inversion de la courbe de la croissance, c'est-à-dire décroître littéralement, baisser en volume, Voilà, donc on ne parle pas tout à fait de la même chose selon si on se place dans la première ou la deuxième acception. Voilà, c'est déjà important de le signaler. Je pense que, comme dit Marguerite, il y a effectivement plusieurs décroissances. Il y a la notion politico-économique qui est née dans les années 70 officiellement et qui a beaucoup courtisé le milieu altermondialiste, entre autres choses, et qui est une théorie qui se rattache en fait à l'idée globale, Alan, que tu viens d'expliquer, en fait, qui est une critique du modèle de la croissance qui est propre au modèle capitaliste ou au modèle économique néolibéral. Ça, c'est l'émergence, historiquement en tout cas, la décroissance, ou le concept de décroissance, ça a été surtout ça. Ceci étant, c'est aussi une notion qui a une idée, une histoire un peu plus longue que ça,
est un peu plus compliqué que ça, et qui ramifie aussi à des endroits peut-être plus métaphysiques. Et je pense que son expression moderne, on est plutôt sur quelque chose là-dessus, qu'on peut retrouver par exemple, il y a littéralement un journal qui s'appelle La Décroissance, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà lu, il me semble même qu'il y a un parti politique qui est le parti de la décroissance. Je crois que c'est littéralement ça, P, partie de la décroissance. Bon, faites les lettres et machin, vous avez compris. Et en fait, ces expressions plus modernes donc ont évidemment poursuivi la critique du modèle économique néolibéral, de la croissance économique. Mais il y a aussi un pendant plus métaphysique qui s'est greffé à lui, avec peut-être la critique, la technocritique par exemple, ou la critique du transhumanisme. C'est aussi des notions qui aujourd'hui sont assez centrales à une certaine expression de la décroissance, mais encore une fois, il y a plein de décroissances différentes. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des bases. Remarques, questions, n'hésitez pas, je vais le faire une ou deux fois, et puis après vous criez, vous levez la main, vous faites comme Patrick, vous vous mettez à danser, aucun souci. J'aime bien quand les gens se mettent à danser, donc n'hésitez pas, effectivement. On associe souvent, à tort ou à raison, la décroissance à la notion de croissance verte. Est-ce qu'on peut avoir de la décroissance en accent sur une croissance verte? Est-ce qu'on doit vraiment distinguer les deux? Et est-ce que croissance et décroissance sont compatibles finalement? Question qui fâche. En fait, je pense qu'une économiste ou une spécialiste de l'écologie répondrait bien mieux à cette question que moi qui ne suis que romancière en fait. Donc j'ai pas de réponse ni technique ni philosophique très probante à apporter. Donc vraiment là je suis un peu je suis un peu confuse cette question. C'est que je tente. Enfin, moi je pense que non. Enfin, c'est dans les mots mêmes que tu viens d'employer. La croissance verte, c'est pas une décroissance. C'est une tentative de concilier un modèle économique qui s'appuie à la base, qui a été conçu autour de l'idée d'un monde fini, d'un monde infini et d'une infinité des ressources, et qui s'appuie sur le besoin d'une croissance perpétuelle. Ça s'oppose très directement aux impératifs écologiques qu'on est en train de se prendre là vraiment dans la tronche, et c'est pas fini, spoiler, mais qui sont liés au fait qu'on vit dans un monde où les ressources sont finies, et même beaucoup plus finies qu'on l'a pensé par moment. Enfin, là, c'est pas exactement une ressource, mais le fait est que, par exemple, le changement climatique, si on suit les dernières projections du GIEC, c'est quelque chose qui s'accélère, et qui s'accélère beaucoup plus que ce que les modèles initiaux avaient prévu. Donc, croissance verte, non, pour moi, clairement aucun rapport avec la décroissance. On ne peut pas concilier les deux concepts. Et dans ton roman, autour de Notre-Dame-des-Landes, on voit un certain nombre de communautés, qui sont d'ailleurs pas toutes d'accord entre elles, essayer de lutter un peu contre ce modèle. Est-ce que aujourd'hui, alors là tu l'as fait en tant que romancière, tu pourras aussi en parler en tant que romancier, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'écrivain, vous vous sentez pas une responsabilité, mais une forme d'investissement pour expliquer ces nouveaux modèles, pour en parler? Un petit peu comme le disait Katie plus tôt, je ne me sens personnellement aucune responsabilité en tant que romancière. Je me considère au contraire comme parfaitement irresponsable de ce point de vue-là. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être intéressée par le sujet, d'avoir envie d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse
de façon générale, c'est ce qui intéresse les gens, c'est ce qui intéresse la société, c'est ce qui fait parler, c'est ce qui va définir notre époque comme... c'est ce qui va marquer notre époque à un moment donné, ce qui va faire débat, ce qui va faire conversation et ce qui va à un moment donné peut-être bouleverser notre modèle de société. C'est ce sur quoi j'ai envie d'écrire, donc nécessairement les problématiques liées à la décroissance et à des formes alternatives de vivre et de faire société, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à écrire sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, j'y ai été et j'ai constaté la confrontation entre l'idéologie, la théorie de la décroissance et sa mise en pratique. Donc là, avec tout ce que ça comporte de friction, de négociation, de compromis, de recherche, d'expérimentation. On en parlait lors de la dernière conférence, on parlait de la temporalité de l'utopie, avec dans l'idée qu'on n'allait pas nous livrer une utopie sous cellophane, qu'on allait pouvoir déballer, se dire « Waouh, chouette, il n'y a plus qu'à s'y installer, à poser nos valises et à vivre désormais comme on avait envie de vivre ». L'utopie était, pour moi, est plus comme cet horizon qui recule. Je ne sais plus quel auteur avait appelé ça une ligne de fuite. Je me demande si c'est pas Alice Karabédian dans son livre, sur son essai sur l'utopie, Utopie radicale, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, la ZAD, en fait, c'est un modèle sociétal qui est hyper intéressant. C'est à petite échelle, en fait, échantillonner, recommencer, raturer, faire quelque chose d'imparfait, en fait, et qui va pouvoir évoluer vers sa forme la plus aboutie dans un futur impossible à atteindre, puisque cette forme, cet aboutissement n'adviendra jamais, et c'est tout l'intérêt de l'utopie, en fait, c'est la recherche. Voilà. Du coup, par curiosité, Marguerite, en fait, ce qui te déplaît dans la formulation d'Alan, est-ce que c'est l'aspect moral de la responsabilité ? Parce qu'en fait, ce que tu viens d'expliquer, c'est presque l'inverse de ta réponse initiale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as envie, si tu as envie de parler de tout ça, c'est bien que donc ça part plus d'une envie que d'une responsabilité, en fait. C'est ça que j'essaye de... Oui, c'est ça. C'est pour moi qu'il n'y a pas d'incohérence là-dedans, dans le sens où la démarche n'est pas la même si tu reçois une injonction à écrire sur un sujet parce que tu dois, par exemple, si tu as une idéologie qui est la tienne, tu dois l'exprimer dans tes romans, etc. Je fais une distinction très très nette entre ce qui est mon idéologie, ce qui sont mes convictions politiques et ce que j'écris. Il y a des auteurs qui mélangent les deux et qui ont envie de mélanger les deux. Ça fait des produits culturels très intéressants et ça témoigne d'une dynamique d'époque et tout. Pour moi, ce que j'écris, c'est de la fiction et ce que je mets de moi dans ces fictions, en fait, n'appartient qu'à moi et je n'ai pas envie qu'on sache. D'accord, ok, très bien. Moi, je pense que c'est vraiment l'inverse. J'ai toujours vécu mon écriture comme une extension de mes activités militantes. C'est un outil comme un autre dont j'entends bien me servir pour placer des idées ou des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la sphère publique et faire en sorte qu'on en parle avec ce que ça implique de... comment je peux définir ça, d'absence d'humilité, quoi. C'est clair, hein, je pense que c'est... Je sais pas si moi je le vis pas vraiment comme une extension égoïste. Je le vis pas non plus comme un... Je sais plus, c'était quoi le mot que tu avais employé, Alan, comme une responsabilité. Moi, je crois que je vois vraiment les choses de façon plus organique. Il me semble que les auteurs, les artistes, en fait, d'une manière générale, occupent une fonction sociale. Et moi, j'ai acté que j'occupais une fonction sociale, et donc je la joue. Et ça, pour moi, ça consiste du coup, en ce que je disais, c'est-à-dire la mise en public d'idées, de questions. C'est à nous de secouer un peu la société. De faire en sorte que les gens s'interrogent. Je me suis jamais vu pour le coup en prescripteur, mais par contre, en quelqu'un en dealer de questions, clairement, complètement. C'est dans la façon de questionner la société plus que de lui apporter les réponses, comme on disait aussi sur une autre table ronde. Tout à fait. Puis après, je pense qu'il y a
il y a autre chose aussi, c'est que du coup, on va dire, moi, mes idées font que j'envisage beaucoup les choses en termes de rapport de force, et que mes idées sont tellement peu représentées dans la sphère publique que, à mon sens, je ne peux pas décemment prendre la position de la personne qui va être timide entre guillemets là-dessus, quoi. Enfin, pas si c'est mon objectif. Et effectivement, je crois que ça l'est, quoi. Enfin, j'ai une écriture politique. J'ai tendance à considérer que tout est politique et que ça aussi, et peut-être surtout, et du coup, j'y vais, quoi. Enfin, j'ai pas de réserve là-dessus, quoi. Alors, comme on est aussi autour de thématiques science-fiction, j'ai essayé de trouver un peu des textes de science-fiction qui parlent de décroissance. Alors, de décroissance plutôt souhaitée que subie. Voilà, parce que, alors on va se le dire clairement, le post-apo, on est dans une forme où on consomme moins, on est en décroissance, mais parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Le constat est relativement pauvre. Il y a Ecotopia, que j'ai détecté des années 75, que je vous recommande, 3 États des États-Unis qui ont décidé de faire sécession, ou le cycle de la culture de Ian M. Banks, dans lequel il y a tellement d'abondance que finalement, il n'y a plus besoin de croissance, parce que les gens ont tout ce qu'il faut. Est-ce que la science-fiction est le bon endroit pour parler de décroissance ? Clairement, vu ce qui se passe en ce moment, ou d'autres que dans la science-fiction, parler de décroissance, la science-fiction, c'est la projection de tous les futurs possibles. Alors, dans science-fiction, je dirais qu'on a quand même encore l'héritage techno dont on parlait aussi dans la dernière conférence. La branche plus sociale de la science-fiction, effectivement, a tout à gagner à s'intéresser à la notion de décroissance. Et on revient encore à la notion d'utopie, puisque, en fonction de comment vous voyez les choses, c'est bel et bien une utopie, en fait, la décroissance, dans le plus beau sens du terme. J'écarterai pas le post-apo et la décroissance subie de la réflexion sur la décroissance, puisque c'est une façon comme une autre d'aboutir un peu à un résultat, se faire tordre le bras pour changer de modèle. C'est ce qui un peu nous arrive. Chaque changement, chaque grand changement en fait de paradigme social a été lié à un événement violent, qu'il s'agisse d'un événement extérieur, d'une guerre interne, externe, de révolution, d'émeutes, etc. En général, ça se fait plus ou moins dans la lutte, dans la violence. C'est pas le fruit d'une réflexion organique et apaisée, d'un dialogue social. Donc, qu'on se prenne le mur et qu'on décide après collégialement de faire quelque chose et de décroître, ça me semble faire partie de la réflexion quand même. Et puis il y a aussi le fait que le prémisse qui est l'idée, que personnellement je trouvais extrêmement naïf du on, c'est-à-dire nous qui déciderait de l'orientation de la société, alors que moi j'ai pas ce sentiment, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai pas particulièrement l'impression d'avoir eu mon mot à dire sur l'immense majorité des décisions qui ont influé sur ma vie depuis que je suis né. Ça n'a pas tellement été mon choix. Je sais plus où est-ce que j'allais avec cette pensée, mais oui. Donc, tout droit. Tout droit. Tout droit, oui, tout droit. Mais l'idée que du coup la décroissance pourrait être proposée comme une solution par une caste politique et économique qui n'a absolument aucun intérêt à renoncer à son pouvoir, c'est déjà extrêmement utopique. Du coup, effectivement, oui, la décroissance en tant que choix, ce serait bien. Pour ça, il faudrait d'une part être en position pour pouvoir opérer ce choix. Et du coup, d'autre part, ce qui risque de se passer plus tôt, j'ai l'impression, c'est que oui, on va être contraint à un moment à un modèle de décroissance forcée, puisque on va arriver au bout de la logique du système économique duquel on est à la fois acteur et victime, et qui pourrait continuer comme un jeu stupide entre deux ordinateurs bien après la disparition de l'humanité, quoi. Et pour reboucler sur ce que tu disais sur le peu de bouquins sur la décroissance et aussi ce qu'on disait sur
la difficulté à imaginer une transition vers la décroissance qui se fasse de façon fluide et spontanée, finalement, alors, je ne dirais pas qu'il y a une responsabilité des auteurs de SF à s'emparer du sujet. Par contre, il y a un véritable intérêt, en fait. Il y a une véritable compétence de la part de la littérature à réenchanter ce modèle-là. Un truc dont on parle assez souvent, c'est le futur désirable. C'est-à-dire que on a tous eu des exemples de littérature ou de films, en tout cas de fiction, qui dépeignent un futur désirable capitaliste. C'est-à-dire le rêve capitaliste, on l'a tous en tête parce qu'on a été nourris, on a été alimentés de ces images de réussite, de voyage, de consommation, de possession, de très beaux appartements, de liberté totale, le monde est à nous, on peut aller où on veut, quand on veut, etc. Donc ces rêves d'argent-là, on les a, on n'a aucune difficulté à imaginer ce que représente une utopie capitaliste. Par contre, quand on dit aux gens décroissance, les gens, en général, ça les emballe pas des masses parce que ça n'a pas l'air fun, ça a l'air triste, ça a l'air d'un renoncement, ça a l'air d'un appauvrissement, d'une dégradation de nos conditions de vie. Et là où on a besoin, je pense, justement de littérature, et pas que de littérature, de films, de musique, d'œuvres de tout poil, c'est de redéfinir le rêve, de redéfinir l'idéal, et de montrer que il y a quelque chose d'infiniment désirable dans ces futurs-là et qu'on ait tous envie d'y aller, en fait. Et oui, là, en cela, on a un rôle à jouer, je pense. C'est vrai que c'est un courant qui court un peu dans la SF en ce moment, de se dire, de retrouver un peu des futurs positifs, des futurs qui donnent envie, bien loin des dystopies, post-apo, etc., qui nous promettent des futurs qui ne sont pas forcément super riant. On a quelques exemples. Alors, on en discutait tout à l'heure parce qu'on était en train de réfléchir quand même en préparant. On a Utopia de Camille Le Boulanger qui est dans cette veine-là, hein, donc un récit positif. On a aussi la collection d'ailleurs qui s'appelle Utopia chez La Volte, si je ne dis pas de bêtises, qui parle aussi de futurs désirables. Mais l'anthologie qui va célébrer les 20 ans des Moutons électriques va sortir là je pense autour du milieu de l'été, et ça va être du solar punk, donc c'est un sous-genre qui est à peu près aussi une ode à la décroissance d'une certaine manière. Moi, perso, je ne sais pas exactement ce que j'en pense. Ça fait partie des réflexions assez fortes que j'ai en ce moment sur l'usage de la fiction, le but, l'objectif de la fiction. Pour vous donner quelques pistes, il y a un magazine américain qui s'appelle Utopia, qui est très confidentiel et bref, je vous passe les détails, mais qui recense et étudie les littératures de l'ASF, les littératures de l'imaginaire qui mettent en scène l'utopie depuis, je crois, une quinzaine d'années. Et j'y ai lu des textes assez intéressants récemment donc on parlait de post-apo, sur les littératures post-apo, et le fait que c'est une littérature qui s'est beaucoup conçue comme une littérature de lanceurs d'alerte. C'est des gens qui avaient pris le parti de montrer qu'est-ce qui va nous arriver, regardez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les dernières études là, que j'ai lues dans Utopia tendent à montrer que c'est en fait plutôt l'inverse, que ces récits nous ont en fait plutôt acclimatés à accepter l'inéluctable progression vers le mur écologique, entre autres, vers lequel on s'avance comme ça. Et du coup, je trouve que ça amorce des questions extrêmement intéressantes sur c'est quoi quel est l'impact d'une histoire, quel est l'impact de notre discipline, qu'est-ce qu'on en sait, et où est-ce qu'on se place dans notre théorisation de ce qu'on fait, parce que je pense que voilà, les gens qui avaient à cœur à prévenir le désastre, et en fait à qui on annonce qu'il semblerait qu'en fait vous ayez plutôt aidé à ce que ce soit socialement accepté, c'est genre ok, bon, on pose tout, on pose les claviers, on arrête d'écrire, alors ok, donc comment on fait, quoi?
C'est un débat qui a eu beaucoup autour de la dystopie, justement, avec 1984, Le meilleur des mondes, etc., qui étaient des vraies littératures où la population le prenait comme faut surtout pas aller par là. Fahrenheit 451, j'allais l'oublier pour le troisième. Et aujourd'hui, quand on entend les jeunes parler de Divergente, de Hunger Games, etc., ils se retrouvent plutôt dans le fait de c'est chouette de lutter contre ça, enfin de le subir et de lutter. On a l'impression effectivement que cette acceptation, elle est aujourd'hui plus vraie et que effectivement, on nous a accompagnés dans ce mur. Oui, Orwell, ce qu'il met en scène, c'est l'évolution de l'évolution de la société de contrôle qui a eu lieu et on vit dedans. Je tempérerais quand même en disant que quand on cite Hunger Games et autres trucs de dystopie de teen lit, la différence quand même avec 1984, c'est que 1984 c'est une description de système. Hunger Games, c'est centré sur des trajectoires d'individus. Donc du coup, ce qu'on suit en fait, c'est une figure d'individu qui est rebelle, qui est en lutte, qui est parfait, etc. 1984, il a tâché de décrire un système autoritaire et donc du coup, forcément, on n'est pas sur la même. Dans Hunger Games, il n'y a pas de système politique qui tienne la route. L'auteur s'est absolument pas embêté à faire justement de la politique, pas du tout. Contrairement à Orwell qui est littéralement allé combattre les fascistes en Espagne. Effectivement. Ouais. Non, j'allais juste dire que peut-être qu'on peut citer aussi Becky Chambers, qui n'a pas, à ma connaissance, parlé spécialement de décroissance, mais qui par contre s'attache à faire de la SF positive en fait, et qui abat en ce sens, qui défriche un petit peu le territoire. Parce que c'est logique, mais c'est beaucoup plus facile d'écrire une dystopie que d'écrire une utopie, en fait, parce que l'utopie prête le flanc à la critique. Je veux dire, tout le monde est prêt à dire mais ça marche pas parce que ça c'est pas réaliste et le loup est un loup pour l'homme, etc., etc. L'homme est un loup pour l'homme, pardon. Par contre, quand on écrit une dystopie, les gens sont bah ouais, bien sûr, les gens sont toujours prêts à s'entretuer, etc. C'est très facile d'imaginer un système qui se grippe, d'imaginer une cata. Et moi, la première, j'ai écrit pourtant des catas. Mais par contre, imaginer quelque chose qui fonctionne bien, qui est bien huilé et qui est plausible, ça, c'est extrêmement compliqué. Oui, ça rejoint le débat sur qu'est-ce qu'on fait quand on met une histoire dans l'espace public. Il faut bien comprendre que les nôtres s'appuient sur une histoire, c'est jamais neutre, ça vient toujours de quelque part. Et effectivement, les nôtres, leur héritage, c'est qu'elles s'appuient très largement sur la notion de, j'en parlais tout à l'heure avec une lectrice, la notion de l'élément perturbateur. Et sans lui, c'est très difficile pour nous, parce que nos cerveaux ont été habitués à ce modèle. À ce qu'une narration se déroule de cette manière-là, c'est très difficile pour nous d'échapper à ça en fait et d'imaginer autre chose. En fait, ce qu'il faut bien se dire, je reviens sur mes marottes habituelles, c'est que la narration, on est des êtres à histoire. La narration, c'est ce qui nous sert en tant qu'individu à faire sens de nos trajectoires respectives. C'est ce qui nous sert à nous placer dans le monde en fait. On passe notre temps à se raconter. Et ça, c'est pareil, ça ne vient pas de nulle part. On a des modèles qu'on nous sert depuis qu'on est tout petit, des modèles, des structures narratives, des schémas narratifs qu'on s'attache à reproduire en soi-même. Et c'est en usant de ces schémas-là qu'on fait sens du monde. Et le fait est que, comme tu disais, écrire une narration où tout se passe bien, en fait, c'est quelque chose de très étranger à ce qu'on projette d'une histoire d'une manière générale. Et pour prolonger ton propos, et je crois que c'est Camille Le Boulanger qui disait ce truc assez intéressant, que la dystopie, en nous permettant d'envisager le pire, en fait, nous confortait dans le présent, dans la réalité, en fait, et nous permettait de visualiser un horizon tellement sombre qu'on referme le livre soulagé en se disant ouf, heureusement c'est pas comme ça chez nous, en fait, et donc nous permettant de faire l'économie de l'utopie justement, et donc de se dire
comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre modèle en étant justement un peu endormi, un petit peu anesthésié justement par ces récits dystopiques qui nous font nous dire bon, en fait on est bien quoi. Ça pourrait être pire. Et d'ailleurs, dans la science-fiction, si on parle un peu de la tech, on a énormément de technologies. La technologie va toujours plus loin, toujours plus fort, nous propose de nous simplifier de plus en plus la vie. On voit très peu aussi de low-tech, qui est quand même un mouvement qui commence à arriver, c'est-à-dire de baisser la dimension technologique. Pareil, c'est des sujets pour vous dont la science-fiction devrait s'emparer, proposer un monde qui soit moins technologique, volontairement, de façon utopique, du coup, hein, Marguerite, pour rejoindre. Ça ferait frissonner le Bélial, qui n'aime que la hard-tech. Non, mais c'est sûr que si on raconte des histoires de chars à voile et tout, ça risque de fâcher un certain nombre de lecteurs de SF. Après, pour autant, je trouve que c'est une piste super intéressante. J'ai sorti une nouvelle dans Science et Vie Junior, justement, sur une petite communauté post-apo, mais c'est de la post-apo joyeuse. Voilà, parce qu'on peut faire ça aussi. Où justement les gens avaient rebâti une société en petite communauté de villages en fait, avec des spécialités artisanales et justement qui fonctionnaient avec de la low-tech, avec des fours solaires, énergie fluviale et tout. Et bon oui, je trouve ça assez réjouissant pour ma part et je pense que ça fera partie intégrante de ces récits pour réenchanter justement l'avenir et l'utopie. Ça va être important. Enfin, je veux dire, tout le monde aime les hobbits. Et les hobbits n'ont pas de sabre laser. Voilà. On ne sait pas. Hein. On n'est pas allé voir dans leur terrier, trou, je ne sais pas comment on dit. Moi, je ne sais pas si c'est une notion qui me... C'est une notion qui se rattache à certains aspects de la décroissance qui m'attirent nettement moins et dans lesquels, enfin, on n'a pas assez de temps là, mais bon, bref. Je crois que pour moi, ça pose en partie une mauvaise question, quelque part. Enfin, je pense que la plupart des gens, quand ils entendent décroissance, ils s'imaginent on va revenir à la bougie, tisser des trucs. Enfin, en fait, c'est pas du tout ça le propos de la décroissance. Et le fait qu'il y ait clairement une branche ludite chez les décroissants, ça ne rend pas, à mon sens, forcément un grand service au mouvement, d'autant que ça ramifie métaphysiquement à des endroits, par exemple, eugénistes, pas ouf, sur le rôle, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait des gens handicapés dans une société où on est dans on vit tous en pleine cambrousse. L'exemple de la dialyse. J'ai envie de réagir. Vas-y. Non, mais j'allais juste te dire que je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, low-tech ne signifie pas low-tech partout, low-tech tout le temps, etc., mais simplement réutilisation et justement décroissance des moyens technologiques, ne pas sur-technologiser la société là où on pourrait justement utiliser des choses moins décarbonées, utiliser des techniques déjà beaucoup moins de boîtes noires, des choses qu'on est capable nous-mêmes de concevoir, de réparer. Et voilà, bref, c'était plus... Je te rejoins totalement là-dessus. C'était l'articulation suivante de ma pensée. Après avoir chassé les eugénistes, alors, moi, il me semble que... En fait, on vit dans une société tellement opulente, on s'en rend pas forcément compte, parce que des fois, quand on a passé sa semaine à bosser, qu'on est rentré chez soi, bref, on est un peu écrabouillé par tout ça, mais en fait, on vit dans une société matériellement extrêmement opulente. On vit dans un état d'abondance que l'humanité n'a jamais connu, mais notre modèle économique est extrêmement inefficace à redistribuer convenablement toute cette ressource. Et du coup, en fait, on vit dans une société qui gaspille énormément. Alors, j'ai pas exactement les chiffres pour la technologie. Je sais qu'aux États-Unis, on jette 40% de la nourriture. Et je soupçonne qu'on doit être sur quelque chose de cet ordre pour la technologie. C'est qu'il y a énormément de technologies
y compris modernes, qu'on ne sait pas recycler, y compris qui se présentent comme écologistes, ou comme la technologie verte. Là, on rejoint la croissance verte. Eh ben, écoute, cool, on va faire de la croissance verte, mais on ne sait pas recycler les pannes des éoliennes. On ne sait pas recycler les panneaux photovoltaïques. On ne sait pas faire. Donc en fait, on continue à être dans un modèle, la croissance verte, qui juste gaspille. Alors c'est super, c'est écolo, hein, super, mais ça crée un autre problème. Et je pense que, à mon sens, c'est la question de la low-tech s'articule plutôt là-dessus. C'est que j'ai l'impression que la grande transition dont on aurait besoin aujourd'hui économiquement, ce serait vers une transition vers du recyclage, mais genre vraiment du recyclage. On a énormément de ressources, on extrait énormément de ressources, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas les réemployer une fois qu'elles ont servi le truc généralement assez sans intérêt pour lequel elles ont été tirées de la terre à la base, quoi. Merci. Toujours pas de questions dans le public? Ou de réflexion? Ou de réflexion, danse. Commentaires? Si, là-bas. Martine? Une danse. Une danse là-bas, au fond. Bonjour, je voulais faire une petite remarque par rapport à tout ce que vous dites sur la décroissance en science-fiction. Et moi, j'ai l'impression, j'espère que, enfin, peut-être que vous me rejoindrez ou pas, que les auteurs de science-fiction, ils ont toujours été des lanceurs d'alerte d'ailleurs, hein, y compris en imaginant le pire, hein, et ils ont souvent imaginé un autre rapport au vivant, un autre rapport à l'espace, au temps, aux objets, plutôt que de parler de décroissance. Hein. Et voilà, c'était plutôt ça que j'avais envie de partager avec vous. On ne va pas trouver le mot décroissance dans beaucoup de romans, mais n'empêche que comme on est dans cet autre rapport, eh ben, on est obligé de réfléchir et forcément, tous les livres de SF font écho avec ce qu'on est, ce qu'on vit. Voilà. Il y a plein d'univers de SF auxquels on ne pense pas comme ça, mais qui sont décroissants. Je sais pas, Star Trek. Genre le truc que tout le monde connaît, en fait, Star Trek, c'est hyper décroissant. C'est une espèce de communisme spatial dans lequel, en gros, on a atteint un apogée technologique et on gère les ressources, telles qu'elles sont. Après, bon, il y a le côté expansion spatiale, mais là encore, il y a des questions qui se posent de ce point de vue-là. Donc ouais, je pense que la plupart des univers qu'on se représente, la question de l'économie capitaliste telle que nous on la connaît, en fait, elle est largement évacuée de la plupart, ou en tout cas peu présente dans la plupart de ce qu'on va appeler le space opéra ou le hard SF. Alors ceci étant, ça dépend quoi. J'ai un contre-exemple terrifiant qui vient en tête. Est-ce que vous avez déjà vu ce film horrible avec John Travolta qui s'appelle Battlefield Earth? Je ne sais pas quel titre ça porte en vrai. C'est une sorte de... C'est l'adaptation d'un bouquin. Donc John Travolta, c'est un scientologue. C'est l'adaptation d'un bouquin de science-fiction écrit par son gourou, le membre fondateur de la scientologie. Et en fait, toute l'histoire tourne autour d'un système bancaire intergalactique. C'est terrifiant, il faut le dire. C'est 900 pages de héros extrêmement musclés et maniant lances et mitrailleuses, qui à la fois lutte contre l'invasion extraterrestre, à la fois lutte contre la bureaucratie bancaire intergalactique qui a asservi la Terre. C'est très très nul, mais je recommande un très bon navet. Le jeu vidéo, je ne suis pas sûre d'avoir en face de moi un public de gamers. Non, un peu, ouais. Il y a des gamers dans la salle. Viteuf. Ouais. Gamers sont-ils dans la salle ?
Bon, je pense que ça va être un média à suivre aussi en ce qui concerne utopie, dystopie. Il y a pas si longtemps que ça, il y a Cyberpunk qui est sorti, dans lequel alors là, on est clairement dans la dystopie avec des... alors là, ça parle du transhumanisme qui a mal tourné, qui a croisé, qui a fait une collision dramatique avec le capitalisme, donc des gens qui se retrouvent avec des prothèses clandestines, mal faites, et qui errent dans les rues, drogués au lithium, enfin bref, c'est la cata. Et à l'inverse, dans Horizon Zero Dawn, qui est un autre jeu vidéo, où là l'humanité s'est pris un mur en fait, et elle renaît de ses cendres dans des terrains où la nature a repris ses droits petit à petit en fait, où des robots géants essaiment la terre jusqu'à ce que des choses repoussent, et où les humains se sont réorganisés en village, certains sédentaires, d'autres nomades et tout. Et là, il y a quelque chose de très idyllique et apaisé là-dedans. Donc, je pense que c'est un secteur qui, en maturant, va nous offrir de plus en plus d'histoires intéressantes là-dessus. Donc, à suivre. Voilà. Du dernier, là, Horizon Zero Dawn. Ils ont sorti 2 et voilà. Ils sont tous les deux super. On en profite puisque quelqu'un s'est lancé. Merci, madame, parce que je pense qu'il faut toujours une première personne pour se lancer, c'était vous. Félicitations. Est-ce que, du coup, d'autres personnes ont envie de prendre la parole? Voilà. Vous avez lancé un mouvement. Merci. Moi, c'était une question assez simple mais que je me pose par rapport à la décroissance. Je me disais, comment rendre ce mot plus approprié, en tout cas qui donne plus envie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Parce que je cherche, à part utopie, mais... La simplicité volontaire. Il y a Pierre Rabhi qui avait dit la sobriété heureuse, et ça avait plutôt bien marché puisqu'il s'est fait un paquet de blé là-dessus. Donc, non, là je plaisante. Mais il y a des gens qui parlent de simplicité. Autrefois, dire de quelqu'un qu'il était simple, c'était pas une insulte. C'était une façon de dire qu'il y avait une rectitude morale, une colonne vertébrale, et que c'était quelqu'un qui ne surcompliquait pas les choses par maniérisme, par coquetterie. Et la simplicité, c'est peut-être une façon aussi de parler de ce dépouillement d'un certain nombre de coquetteries, d'un certain nombre de vanités. La simplicité, ça veut aussi... Je sais pas, je pense que ça donne aussi l'image d'une mentalité un peu plus apaisée. Je dis souvent ce mot, mais je pense que c'est un peu l'idée. Si on limite le recours à la technologie, à la profusion, à la surconsommation, ça donne aussi l'image d'un champ des possibles plus lisible. On sort du catalogue qui te... j'avais le mot anglais qui me donnait l'esprit, qui te submerge, qui fait que tu sais plus quoi choisir. Tu es au supermarché et tu as la main qui est suspendue entre les rayonnages et tu te dis mais quoi, et tu jongles entre les paramètres dans ta tête. Donc peut-être que le mot simplicité est quelque chose qui peut nous servir. On pense quoi? Moi, je crois pas qu'on gagnera la guerre du merchandising, quoi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à considérer les choses comme des rapports de force bien souvent, et le fait est que en face de nous, les gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette idée soit populaire ou soit plus répandue, ont à leur disposition des moyens de communication et des moyens par lesquels peser sur la culture et les notions qui sont répandues. Enfin bref, c'est des moyens que nous, avec nos petits bras, moi je ne crois pas. Enfin, je sais pas, je condense un peu là 20 ans d'activisme, tu vois, mais en gros, le fait est que ce qu'il y a, le rouleau compresseur qu'il y a en face, ouais, parfois tu peux arriver à le feinter, parfois tu peux arriver à le prendre par surprise, parfois. Mais le fait est que dans le rapport de force frontal et dans du coup la guerre des idées, on fera pas mieux que la télé en fait. On fera pas mieux que l'iPhone. On fera pas mieux que l'outil qui est
qui est là et qui a été conçu pour happer ton attention et qui a été conçu pour... je ne suis pas en train de dire que... comment dire qu'il y a un grand plan derrière tout ça. Je ne suis clairement pas un complotiste. Mais il y a une logique économique. Du coup, à mon sens, on ne gagnera pas... on n'arrivera pas à rendre ces notions-là plus sexy que... je sais pas, le dernier jeu que Pokémon Go, quoi. Est-ce qu'il faut abandonner le territoire des mots? Absolument pas. Non, mais c'est pas parce qu'on peut pas gagner qu'il faut pas continuer à lutter. Ça, sinon c'est une vision un peu utilitariste de la lutte. Enfin, moi, je sais pas. Moi, comme je disais, ça fait 20 ans que je me bats pour faire avancer ou entendre mes idées. J'ai pas besoin de me dire que je vais gagner. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, moi, ce que je comprends de la question, c'est plus apprivoiser le concept en essayant de l'aborder sous plusieurs angles, trouver des synonymes, trouver des concepts voisins, etc., qui permettent peut-être de limiter l'appréhension. Le rendre populaire. Rendre le terme... c'est ça que je dis. Voilà, je dis juste qu'on ne le rendra pas populaire. Et je suis assez d'accord avec toi. Je veux dire, on a les armes qu'on a, quoi. Mais... On a les armes qu'on a. Ceci étant, si je peux juste me permettre une micro-réflexion par rapport à ça, qui moi personnellement m'a bien servi. J'ai une amie qui écrit des livres qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui est pas mal impliquée dans le combat écologique notamment, et qui m'a fait une réflexion que j'ai trouvée très juste par rapport à ça. C'est que la nuance entre un monde qui se réchauffe à 1,5 degré et un monde qui se réchauffe à 1,6 degré est énorme. Et oui, ça va se réchauffer. Et oui, on ne va pas pouvoir empêcher ça. Et oui, quelque part, si on l'aborde selon un paradigme on a gagné ou perdu, on a perdu. Néanmoins, il est encore possible de changer des choses par rapport à ce qu'on concède. Et ce petit dixième de degré aura un impact sur la vie de centaines de millions de personnes. Voilà. Et du coup, lutter n'est jamais vide de sens, dépourvu de sens. Voilà. Bref. Et pardon. Oui, je voulais vous poser la question, c'est que la décroissance, finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de mieux répartir les pouvoirs et de faire en sorte de proposer des modèles pour que chacun puisse prendre sa part de pouvoir et le partager et pas de dépendre d'unités qui les concentrent et qui affaiblissent les autres ou qui luttent en permanence comme une espèce de spirale au toujours plus, alors que si on partageait, eh bien, en fait, on serait peut-être plus créateur à notre niveau et que la science-fiction peut peut-être aussi nous proposer des modèles de vivre, de personnes qui retrouvent leur pouvoir, enfin de groupes ou d'idées qui se défendent. Je suis d'accord que ça a effectivement le potentiel de redonner du pouvoir aux individus et aussi aux petits groupes d'individus et de sortir des logiques de grands groupes, grandes corporations. Et c'est marrant parce que ça me fait aussi penser à la low-tech d'une certaine façon, c'est-à-dire que si on pense à une forme de décroissance technologique et ça permettrait en fait à tout un chacun de mieux comprendre comment le monde autour de lui fonctionne et d'avoir un impact direct sur lui si chacun savait construire sa maison ou construire les équipements de base qui lui permettent de vivre, lui et sa communauté, sa famille, ses voisins, son village, enfin, bref, voilà. Je pense qu'on se sentirait aussi plus politisé, parce que je pense que le sentiment d'impuissance généralisée qu'on a à force d'observer le monde autour de... Enfin, je veux dire, là, si je regarde autour de moi, si vous regardez autour de vous, je pense que, à moins que vous soyez très bricoleur, ce qui est de moins en moins le cas, je pense que la plupart des objets qui sont autour de vous, vous n'avez aucune idée de comment ils sont réalisés, d'où ils viennent, où ils ont été fabriqués, comment ils sont montés, assemblés, de quoi ils sont faits, est-ce qu'ils ont un impact sur votre santé. Je saurais pas réparer ce projecteur s'il tombait par terre, et ça me désole.
Quelque part, je pense que ce sentiment d'impuissance et de pas avoir de prise sur le monde qui m'entoure affaiblit et émousse mon sens politique aussi. J'ai l'impression de ne pas avoir d'impact sur un simple objet. Comment pourrais-je en avoir sur le reste du monde, en fait? Donc, pour moi, c'est là que le micro, en fait, ouvre vers le macro. C'est comme ça que arriver à réparer son vélo soi-même, en fait, permet de mieux s'organiser politiquement et démocratiquement. Ça paraît tiré par les cheveux, mais je suis convaincue de la véracité de ce que je raconte, quoi. Voilà. Je pense qu'on s'est fait convaincre d'une certaine façon, et comme tu l'as dit, je ne crois pas à un complot, mais à une logique. On s'est fait convaincre de notre incapacité et de notre manque de compétences en tant qu'individu, en fait, et on s'est fait convaincre qu'on n'était bon qu'à consommer, qu'on était bon qu'à prendre un produit tout fait et à l'ouvrir, à le déballer, à le manger, et à le recracher, etc. Je pense qu'en réalité, on est beaucoup plus capable et beaucoup plus compétent que ça, qu'en réalité, on peut faire des choses très très cool tout seul ou ensemble, et que c'est à partir du moment où on prend conscience de ça et qu'il y a cet éveil-là que l'éveil politique se rapproche. Voilà. Je crois que vous aviez posé une question à Émilie lors de la première table ronde. Qui vient me rendre... Voilà, c'est la vengeance. Non, c'était pour revenir sur la question sur les mots. Le monsieur là avait demandé est-ce qu'on ne peut pas employer d'autres termes que décroissance, qui est connoté négativement et qui peut faire peur, et qui a été utilisé volontairement, par exemple, par des économistes comme Timothée Paric, pour provoquer, en fait, justement. Mais est-ce que, quand on parle... Vous voyez, on a des partis politiques qui vont changer de nom, qui vont s'appeler Renaissance, tout ça, c'est très positif. Il me semble quand même que c'est important de ne pas lâcher prise, en fait, sur ce terrain, politiquement, parce que ça a des répercussions dans l'imaginaire des gens qui ne connaissent pas forcément ces problématiques. Donc, il y a un terme qui revient assez souvent, c'est économie régénératrice. Moi, je trouve ça beau. Voilà, c'est une idée de circularité, de renaissance, justement. Voilà, c'était juste par rapport à ça. Et concernant ce que tu viens de dire, Marguerite, je trouve que oui, en fait, est-ce que ça ne devrait pas faire partie de notre éducation, dès l'enfance, dès l'école, qu'on nous apprenne à réparer un smartphone, parce qu'en fait, il existe des smartphones qui peuvent être réparables, c'est des Fairphone. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre, nous éduquer, qu'on sache comment faire pousser une salade? Il y a des gamins qui vivent en ville, ils ne savent même pas comment on fait pousser des tomates, ils ne savent pas l'eau qu'on boit, d'où est-ce qu'elle vient, comment elle est assainie, etc. Tout ça, c'est des notions tellement de base de la vie, en fait. Est-ce qu'on ne devrait pas être éduqué à ça dès la toute petite enfance, en fait? Est-ce que ça ne devrait pas faire partie des programmes scolaires? Ouais, moi j'ai un avis, hein. Je te rejoins 1000% là-dessus. Enfin, les gens qui connaissent vaguement mon parcours, moi j'ai passé 6 ans en autosuffisance partielle. Ouais, je pense que c'est une des choses que je trouve regrettable dans notre société, qui, encore une fois, je crois, le conséquence de notre fonctionnement économique, c'est la surspécialisation des gens, le fait qu'on manque cruellement de généralistes, de gens qui sont capables de faire des ponts entre différents domaines, et je crois que c'est tout aussi important de savoir planter des pommes de terre que de savoir expliquer pourquoi il faut continuer à lutter pour une terre viable, par exemple. Enfin, voilà. Ou écrire des livres, ou réparer un tracteur, enfin bref. En théorie, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Néanmoins, je pense que je vais répondre quelque chose qui s'apparentait à la réponse que je faisais là. Je pense que ça procède d'une manière d'envisager les choses que je qualifierais comment je peux dire ça, politiquement, j'écrirais ça comme un raisonnement très libéral, c'est-à-dire qui part du principe que les idées sont là dans un grand bocal, dans le grand marché des idées, et qu'il suffirait d'eux, et que moi je suis totalement d'accord, ce serait super bien si à l'école, les gamins ils apprenaient ça. Est-ce que je crois que ça arrivera? Non. Parce que c'est dans l'intérêt économique de personne. Voilà, enfin, la société dans laquelle on habite là n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de gens qui, justement, ne savent pas faire, qui vont jeter leur smartphone à la poubelle et en racheter un. Et je pense que c'est important de comprendre ce qui sous-tend cette réflexion-là,
Ça rejoint ce que je raconte depuis tout à l'heure sur les rapports de force, sur le fait que rien ne vient jamais de nulle part, et que oui, on peut avoir envie qu'il se passe des trucs, mais c'est pas pour ça qu'il va se passer des trucs. Et je crois qu'on a tous été beaucoup biberonnés à des histoires qui se passent comme ça. C'est le récit qu'on nous fait de notre démocratie. C'est qu'il suffit d'avoir une bonne idée et pour que ce soit voilà, et c'est ça qui triomphe parce que c'est la bonne. Mais en fait, les choses se passent pas comme ça. Les choses se passent parce que les gens, généralement les classes dominantes, ont intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'ai bien niqué l'ambiance. Merci. Merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de cette table ronde et des tables rondes. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie Patrick et Marguerite pour l'échange qui était très intéressant. Qui n'est pas fini d'ailleurs. Oui, qui n'est pas fini. Ils vont continuer. Je pense que c'est un sujet qui finira jamais. J'ai très mal dans mon petit cœur. Et je vous invite à ceux et celles qui le souhaiteraient à rejoindre la table des dédicaces, parce qu'il reste encore quelques romans disponibles. Et voilà. Merci à tous et à toutes.